J'appelle Madame la Présidente Aurélie Toutelevert pour l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Arnaud Lafont pour la médiation nationale des entreprises et Madame Nicole Moreau pour la médiation également des entreprises. On va commencer avec vous, Madame la Présidente. Oui, vous pouvez aussi. Pour l'autorité de la concurrence. Donc là, on va effectivement nous parler commande privée. L'objet, comme je le disais, c'est bien de parler des deux, commande publique et commande privée. Vous avez récupéré la compétence de la DAE, il me semble, sur ce volet-là des dispositions du Code du commerce. Donc, la raison pour laquelle on vous a invité, je vous laisse maintenant du coup, la parole et nous présenter ce que vous nous avez à nous dire sur ce sujet. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci effectivement de m'inviter, puisqu'effectivement l'autorité de la concurrence a désormais la compétence en matière de sanctions éventuelles de pratiques commerciales restrictives. Et dans ce cadre-là, figure le retard des délais de paiement inter-entreprises. Donc on a beaucoup parlé effectivement, vous l'avez dit, de délais de paiement de la part de l'administration vis-à-vis des entreprises. Moi je vais reprendre quand même le chiffre qui vous a été donné tout à l'heure en introduction. Si j'ai bien retenu, il y a 43% des entreprises qui payent à l'heure, et donc il y en a environ 60% qui payent en retard leurs co-contractants privés. Et donc c'est un problème à plusieurs niveaux sur lesquels je souhaiterais revenir. Si j'ai bien compris aussi, les retards de paiement moyens en France, en tout cas en métropole, sont d'environ 10 jours, donc ça baisse, mais ça reste quand même un élément important et à mettre en comparaison, je pense aussi, avec le retard de l'administration publique ou de l'administration de la Nouvelle-Calédonie. On voit qu'on est globalement sur les mêmes échelles, hein, si j'ai bien compris les chiffres de tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit, l'autorité est désormais compétente pour instruire les plaintes des entreprises en cas de pratiques commerciales restrictives, dont le non-respect des délais de paiement légaux. Et ces pratiques sont condamnables en elles-mêmes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous entendre, vous n'avez pas besoin d'être en position dominante, ça n'a pas besoin d'avoir un effet sur le marché, comme pour les pratiques anticoncurrentielles par exemple. C'est vraiment les relations bilatérales entre les entreprises ici qui sont désormais de notre compétence. Alors, c'est un enjeu économique, un enjeu concurrentiel, un enjeu de négociation commerciale. Ça vous a été dit, je pense, en introduction. C'est un enjeu économique puisque, évidemment, le délai de paiement ou le retard de paiement va peser sur la trésorerie des entreprises vendeuses et ça leur crée un besoin de financement et donc ça crée une difficulté de trésorerie. À l'inverse, pour l'entreprise acheteuse, celle qui bénéficie ou qui obtient d'une manière ou d'une autre des délais de paiement plus longs que ses concurrents, eh bien, ça lui donne un avantage concurrentiel en lui procurant une trésorerie gratuite qu'elle peut utiliser pour développer son activité et que ses concurrents, si eux sont vertueux et s'ils respectent les délais de paiement légaux, eh bien, finalement en pâtissent. Donc cette infraction, elle a aussi des conséquences sur le plan de la concurrence. C'est aussi un enjeu de négociation commerciale et ça peut être appréhendé du coup non seulement dans le cadre des relations bilatérales mais également sous le coup des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques de dépendance économique parce que des fournisseurs ou des distributeurs peuvent être à l'origine de certains comportements abusifs et notamment en pressant leurs co-contractants pour leur accorder des délais de paiement plus longs ou pour obtenir des conditions commerciales plus avantageuses. Alors ça, on l'a déjà dit, en métropole, vous avez différentes structures qui étudient la problématique des délais de paiement, l'Observatoire des délais de paiement, la Commission d'examen des pratiques commerciales qui rend des avis très importants et de nombreux avis chaque année sur les pratiques commerciales, dont les délais de paiement ou les retards de paiement, ou par exemple quel est le point de départ du délai qu'il faut prendre en considération, et qui sont très utiles pour la DGCCRF, qui elle est compétente pour sanctionner, au même titre qu'en Nouvelle-Calédonie, l'autorité de la concurrence, le non-respect des délais de paiement dans le cadre du contrôle des pratiques restrictives de concurrence. Donc c'est bien de pouvoir s'appuyer sur la commission d'examen des pratiques commerciales en métropole. Et puis ils ont également un autre dispositif qui est le médiateur des entreprises. Alors en Nouvelle-Calédonie, l'Observatoire des délais de paiement n'existe pas, malgré les efforts des assises des délais de paiement. On n'arrivera néanmoins pas à la même qualité d'information et c'est dommage parce qu'effectivement on en aurait bien besoin. La commission consultative des pratiques commerciales existe, en tout cas juridiquement elle existe. Le problème c'est qu'en réalité elle a été constituée en 2006, elle n'a pas été réunie depuis 2012.
Elle a rendu son dernier avis en 2008 à propos justement des délais de paiement. Et là encore, je pense que ce serait assez utile de réactiver cet outil parce qu'on voit bien qu'en métropole, ça a une efficacité certaine. En métropole, ça fonctionne assez simplement. Il y a donc les membres qui sont nommés. Évidemment, c'est pas eux qui font les enquêtes. Ce que fait la commission, c'est qu'elle nomme généralement un professeur de droit, rapporteur extérieur, en lui disant bah, voilà, j'ai telle problématique. Est-ce que tu peux la traiter, tu as un mois, et ensuite la commission se réunit, écoute le rapport de ce professeur qui est nommé rapporteur, et puis décide à partir de ce rapport. Donc personnellement, en tant qu'autorité de la concurrence, moi ça m'aiderait beaucoup si cette commission consultative reprenait ses fonctions. Puisque nous avons récupéré la compétence de la DAE, mais concrètement, la DAE n'a pas de statistiques sur les condamnations en matière de délai de paiement, puisqu'en fait, il n'y a jamais aucune procédure qui a véritablement abouti pour différentes raisons, qui sont essentiellement procédurales et sur lesquelles je vais revenir. Et puis, on a donc la chance, effectivement, d'avoir maintenant un médiateur des entreprises qui prend ses fonctions en Nouvelle-Calédonie, et on peut espérer que ça facilitera les rapports interentreprises. Alors, je vais aller très vite, puisque j'ai compris que le temps était compté. Je vais rappeler très vite les règles de contrôle et de sanctions, mais vous les connaissez déjà. Je vais surtout insister sur une réforme procédurale en cours que l'autorité a proposée au gouvernement et que le gouvernement a bien voulu porter pour améliorer le dispositif de sanctions en cas de non-respect des délais de paiement interentreprises. Et puis un petit point sur comment pourraient s'articuler les relations entre l'autorité et le médiateur des entreprises sur le cas des délais de paiement, mais pas seulement. Alors, les délais de paiement, ils sont prévus par le Code de commerce aux articles LP 443.1 et 443.2. Donc le principe, c'est 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou d'exécution de la prestation. Et il y a deux exceptions pour les produits transformés localement de consommation courante. Alors pour les produits frais, c'est 10 jours après la quinzaine calendaire. Et pour les autres catégories de produits, c'est 14 jours après la fin du mois de livraison. Donc là, l'idée, c'était de permettre en fait, aux entreprises de production locale d'avoir des délais de paiement plus réduits pour leur permettre d'avoir une trésorerie qui s'améliore. Je n'ai pas du tout de statistiques sur le point de savoir si ces délais sont respectés ou pas respectés. Mais voilà, la législation en tout cas existe. Il y a une autre exception possible, c'est qu'un accord interprofessionnel approuvé par arrêté du gouvernement pourrait fixer des délais de paiement dérogatoires aux délais légaux, soit pour les allonger, soit pour les raccourcir, mais aujourd'hui il n'y en a pas. En tout cas, si dans les relations interentreprises, il n'y a pas de respect du délai de 30 jours, eh bien, l'entreprise risque une amende pénale qui peut aller jusqu'à 1 million de francs CFP. Par ailleurs, toutes les entreprises doivent avoir des conditions générales de vente, et dans ces conditions générales, il doit y avoir des conditions de règlement. Dans ces conditions de règlement, il doit y avoir, en principe, une mention des conditions d'application, des taux d'intérêt de pénalité de retard exigibles en cas de non-respect du délai légal. Ces pénalités de retard, elles peuvent être fixées de manière conventionnelle, mais sinon, elles existent de manière légale et elles sont, on l'a déjà dit tout à l'heure à propos de l'administration, exigibles immédiatement sans qu'un rappel soit nécessaire. Et dans ces cas-là, le montant est celui qui est fixé par la loi et qu'on ne voit pas sur ma présentation, mais je crois que c'est au moins équivalent à ce qui résulterait de 3 fois le taux d'intérêt légal, si je ne me trompe pas. Je vous l'ai dit, le non-respect des délais de paiement, il peut aussi être appréhendé dans le cadre d'une pratique restrictive de concurrence, et notamment dans le cadre de l'article LP 442.6-1 du Code de commerce, qui concerne en réalité la possibilité pour une entreprise de demander devant le tribunal civil des dommages et intérêts et réparation du préjudice subi du fait d'un certain nombre de pratiques. Et parmi ces pratiques, il y a le fait d'avoir été victime de délais de paiement discriminatoires ou non justifiés par des contreparties réelles, ou bien le fait d'avoir été victime sous la menace d'une rupture brutale, par exemple de relations commerciales, de délais de paiement manifestement abusifs, ou encore le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à un déséquilibre significatif par rapport à soi-même, en lui imposant des délais de paiement qui ne seraient pas raisonnables et qui ne seraient pas légaux. Donc ça, ce sont pour les pratiques qui sont... alors il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Qui ne sont pas... voilà, qui sont des comportements qui sont sanctionnables. Et alors, aujourd'hui, quel est le problème ?
c'est que pour sanctionner, donc c'est l'autorité qui est compétente pour faire l'instruction, mais elle n'est pas compétente pour prononcer l'amende parce que c'est un délit qui relève du juge pénal. Et donc l'autorité, pour régler la situation, n'a d'autre solution que de procéder à un règlement transactionnel devant le procureur de la République. Du coup, c'est assez compliqué, d'autant plus qu'on n'a pas le décret d'application qui va bien. Et en plus de tout ça, évidemment, ce n'est pas la priorité numéro 1 du procureur de la République que de traiter ces sujets. Donc la procédure qui a déjà été mise en œuvre par la DE fait que le délai peut durer jusqu'à 18 mois pour obtenir une amende, ce qui n'est évidemment pas du tout efficace, ni pour arrêter le problème, ni pour se faire indemniser. Enfin, en tout cas pour sanctionner, parce que c'est même pas une indemnisation, c'est vraiment une sanction pénale. Pour tout ce qui concerne la mise en œuvre, par contre, de l'article LP 442.6, donc les déséquilibres significatifs, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, il faut saisir le juge du tribunal de commerce, et c'est l'entreprise victime qui peut demander dans ce cas-là réparation. Alors nous, cette procédure, elle ne nous a pas paru particulièrement efficace, donc on a proposé au gouvernement de mettre en place des procédures rénovées pour un meilleur contrôle du respect des délais de paiement par les entreprises. La première chose, c'est qu'on a prévu, le gouvernement l'a bien porté et on attend désormais qu'il soit adopté définitivement pour ensuite être transmis au Congrès, la saisine obligatoire de l'autorité si jamais il y avait un accord interprofessionnel dérogatoire aux délais de paiement légaux pour qu'on puisse éventuellement donner notre avis sur le sujet. On a prévu aussi que j'ai la possibilité, au même titre que le procureur de la République, que le président du gouvernement, d'engager la procédure devant le tribunal de commerce au titre de l'article LP 442-6, parce que je peux avoir connaissance dans le cadre des dossiers qui nous sont transmis de cette problématique, et l'entreprise victime peut ne pas avoir ni l'intention, ni la possibilité réelle d'engager cette procédure, alors qu'elle est intéressante parce qu'elle peut aussi conduire au prononcé d'une amende civile. Et enfin, donc, surtout sur ce point-là sur lequel je voulais insister, on a proposé d'introduire une nouvelle procédure de sanction. Donc en fait, c'est une recommandation qu'on a faite le 5 juin 2018, projet de loi du pays qui a été validé par le Conseil d'État et qui est donc maintenant en cours d'adoption au sein du gouvernement. L'objectif, c'est de créer une procédure simple, rapide et assez dissuasive. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'on supprime toutes les sanctions pénales et qu'on les remplace par des sanctions administratives. La deuxième chose, c'est que la sanction administrative, elle sera prononcée par l'autorité de la concurrence, conformément à une procédure contradictoire, évidemment. Une procédure qui privilégiera en priorité la résolution du problème, c'est-à-dire d'enjoindre à l'entreprise qui n'a pas respecté les délais de le faire dans un certain délai, et s'il ne se conforme pas à cette injonction, d'être éventuellement sanctionné pécuniairement. Par ailleurs, si on considère que la pratique elle-même est grave, parce que cette procédure s'appliquera pour toutes les pratiques restrictives de concurrence, donc pas seulement le non-respect des délais de paiement. Une autre phase, c'est la possibilité de considérer que, quoi qu'il arrive, l'entreprise qui était à l'origine du non-respect des délais légaux de paiement mériterait d'être sanctionnée pécuniairement, indépendamment, je veux dire, de l'injonction qui pourrait être prononcée. Donc, j'ai essayé de faire un petit schéma pour vous montrer comment ça pourrait fonctionner. L'entreprise A vient se plaindre devant l'autorité du fait que B n'a pas respecté ses délais de paiement. Un rapporteur est nommé, va procéder à une instruction, donc en fait va auditionner A, puis il va auditionner B, il va essayer de voir pourquoi les délais n'ont pas été respectés. Alors on l'a vu dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les délais de paiement ne sont pas respectés, et toutes ne méritent sans doute pas justement de donner lieu à une sanction pécuniaire au titre de la sanction pénale. Vous voyez ce que je veux dire ? En revanche, ce qui est important, c'est quand même de faire en sorte que l'entreprise qui est victime puisse obtenir assez rapidement le paiement. Du coup, si on constate qu'effectivement le délai n'a pas été respecté, le rapporteur peut enjoindre à l'entreprise B de mettre fin à la pratique illégale et en réalité de payer dans un délai qu'il estimera raisonnable, qui peut être très rapide selon les cas, l'entreprise A.
Si jamais cette injonction, il la conteste, il peut le faire, bien sûr, et dans ces cas-là, ce serait devant la présidente de l'autorité, c'est-à-dire moi, pour exprimer les raisons pour lesquelles il estime que le rapporteur n'est pas fondé, en fait, à exiger cette injonction. Bon, et donc soit je lui donne raison, soit je donnerai raison au rapporteur, et si je donne raison au rapporteur, c'est-à-dire que je lui fixe l'injonction, je lui reporte un délai, et s'il ne la respecte pas, il est susceptible d'être sanctionné. Alors vous voyez que le montant de la sanction n'est pas très important, mais l'objectif finalement, dans ce premier cas numéro 1, c'est vraiment de mettre fin à la pratique, ou plutôt de faire en sorte que l'entreprise A soit payée. Donc généralement, il n'a plus d'intérêt à respecter l'injonction, sinon il prend 360 000 francs pour une personne physique, donc par exemple un artisan, un patenté, ou 1,8 million pour une personne morale, mais surtout il risque de passer au cas numéro 2, qui est complémentaire. C'est-à-dire que s'il se maintient finalement dans le refus de payer l'entreprise, le rapporteur qui a instruit le dossier saisit le rapporteur général de l'autorité pour faire sanctionner la pratique en elle-même. Et du coup, il y a encore une nouvelle instruction contradictoire qui serait mise en place avec des montants de sanctions plus élevés, qui sont d'1 million de francs pour une personne physique et 5 millions de francs pour une personne morale. À l'issue de la procédure contradictoire. Dans ce cas-là, l'entreprise aurait 2 mois pour présenter ses observations. Elle peut évidemment se faire assister par un avocat si elle l'estime nécessaire. Il y aurait une séance devant l'autorité avec l'entreprise A, l'entreprise B, le commissaire du gouvernement et les rapporteurs, et puis une décision de l'autorité de non-lieu ou de sanction selon le cas. Donc, c'est inspiré en réalité de la procédure qui existe devant la DGCCRF en France et qui marche relativement bien, et on espère qu'elle sera assez opérationnelle et que surtout elle permettra d'aller plus vite que les 18 mois actuels, d'autant plus qu'il y a très peu de procédures en réalité qui sont menées actuellement, en tout cas dans les 5 dernières années, il y en a vraiment eu très très peu. Voilà. Dernier point, c'est sur éventuellement l'articulation des procédures entre l'autorité et le médiateur. Pour vous dire qu'on est sur 2 démarches distinctes qui sont fondées sur des logiques différentes, l'entreprise finalement va avoir le choix entre passer par le médiateur pour résoudre son problème ou passer par l'autorité. Vous avez bien compris que devant nous, c'est une procédure quasi juridictionnelle avec des sanctions derrière. Ce n'est pas du tout le cas pour le médiateur des entreprises, et je pense que ça va vous être présenté très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 procédures ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord démarrer via le médiateur, et puis si ça ne marche pas, vous venir devant l'autorité. La seule chose, c'est qu'évidemment, ça crée un délai supplémentaire, mais vous pouvez vous laisser évidemment la possibilité de résoudre le problème à l'amiable, en fait. Vous n'avez pas non plus l'obligation d'avoir tenté une médiation pour saisir l'autorité, ce n'est pas du tout nécessaire. Et quoi qu'il arrive, l'instruction qui sera menée par l'autorité sera indépendante de celle qui aura été menée par la médiation. Parce que pour la médiation, c'est totalement confidentiel, et c'est la même chose chez nous, évidemment. Donc voilà un peu comment pourraient fonctionner les choses si le projet de loi a été adopté. Merci beaucoup pour cette présentation assez complète. On voit déjà que, en tant que nouvel acteur sur ce sujet, l'autorité de la concurrence amène des solutions. On avait constaté l'année dernière, effectivement, sur le volet de la commande privée, l'inefficacité, si j'ose dire, de la sanction pénale, parce que c'était lourd, c'était long, et souvent ça n'allait pas au bout. Peut-être que la mise en place des sanctions administratives sera peut-être plus dissuasif ou permettra ce changement de comportement et de comportement plus vertueux qu'on espère. Merci en tout cas. Je passe désormais la parole à Monsieur Lafont pour une présentation donc, de la médiation des entreprises. Petite présentation de Monsieur Lafont. Donc, Monsieur Lafont est le médiateur national délégué des entreprises, un service du ministère de l'économie et des finances du gouvernement français. Et donc depuis fin août, la médiation s'étend à la Nouvelle-Calédonie avec un médiateur régional qui était à vos côtés et qui va pas tarder à revenir, je crois, un point presse, dans la personne de Nicole Moreau. Monsieur Lafont, la parole est à vous pour cette présentation. Merci. Merci à la Nouvelle-Calédonie de m'accueillir, et merci à Chérifa, Baptiste et Nicole d'avoir permis mon déplacement, parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous présenter. Alors, je ne vais pas vous parler de délai de paiement, je vais vous parler de la médiation des entreprises.
ce qu'elle est et ce qu'elle peut faire pour vous ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, la médiation des entreprises, c'est un dispositif public qui a été créé en 2010, qui est au service de tous les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Elle a démarré en fait en 2010, après les États généraux de l'industrie qui se sont déroulés en France, en métropole, en 2009 et 2010, sur une action conjuguée du MEDEF et de la CGPME, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, et qui ont topé avec Christine Lagarde, ministre de l'économie, et Christian Estrosi, chargé de l'industrie, pour créer un service public gratuit au profit des principaux sous-traitants et des grands donneurs d'ordre pour pouvoir régler à l'amiable leurs problèmes, qu'ils soient d'ordre financier ou autres, avec un objectif principal, qui est celui de la médiation, et que vous trouverez sur la tablette à l'entrée, un document qui vous dit que la médiation est faite pour rétablir la confiance entre les entreprises ou entre les entreprises et les services publics. Voilà, ça c'est son premier motif de création, réparer et rétablir la confiance. Deuxième motif sur lequel je n'insisterai pas, c'est transformer les pratiques, responsabiliser les pratiques d'achat et stimuler l'innovation, voilà, qui sont plutôt dans le domaine préventif de la médiation, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Historique, je vous en ai parlé, on a commencé sur des relations interentreprises liées à la sous-traitance, et petit à petit, le bouche-à-oreille a fait que le champ de compétences du médiateur des entreprises s'est élargi à la commande publique et à l'innovation, ce qui nous a permis d'avoir des liens avec d'autres médiations publiques qui existent, notamment la médiation du crédit aux entreprises et la médiation des services économiques et financiers, communément appelée médiation de Bercy. Le médiateur des entreprises actuelles est Pierre Pelouzet, qui est nommé par un décret depuis 2016, même s'il était déjà médiateur auparavant. Et donc ce décret, pour 3 ans, sera en principe renouvelé en 2019. Je le représente ici aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de droit, mais je veux simplement vous dire que la médiation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais la médiation des entreprises s'inscrit dans le droit. Même si en médiation, on fait tout, sauf du droit. La médiation, c'est un espace confidentiel où tout peut se dire. Vous pouvez arriver avec un contrat, le jeter à la poubelle et d'un commun accord décider de repartir sur un nouveau contrat. Ce qu'il faudra, c'est que l'accord de médiation ou le document de sortie soit bien entendu légal. Mais la médiation, c'est quelque chose de pragmatique, où des personnes en capacité de décider trouvent un accord gagnant-gagnant pour poursuivre leur relation. Cet accord doit être légal. Mais si en médiation on doit passer par tout un tas d'arcades, on peut le faire, on peut sortir du cadre, c'est l'avantage. Vous saisissez le juge du commerce ou le juge administratif pour un sujet, il va juger sur le fait pour lequel vous l'avez saisi, et par rapport au texte de loi qu'il connaît. Nous, non. On peut sortir du cadre. Vous arrivez pour un problème A, en médiation on s'aperçoit qu'il y a un problème B et C, et au total on va régler A, B, C. C'est l'objectif. Peut-être qu'on ne réglera que B et C, et que A ira au tribunal. Mais vous aurez au moins gagné quelque chose. La médiation couvre 2 domaines, je vous l'ai dit, le domaine interentreprise, B2B, ou le domaine de la commande publique. Ça, ce sont des articles parmi d'autres qui sont importants. J'insiste simplement sur les derniers de chaque colonne. L'article 2238 du Code civil prévoit que la saisine de la médiation est suspensive des délais de recours. Ce qui veut dire que si vous saisissez la médiation et que l'autre est d'accord, il faut bien entendu qu'il y ait un accord, à ce moment-là, ça suspend les délais de recours. Donc, même si la médiation est rapide, vous ne perdez pas de temps si ça ne marche pas, et vous ne perdez pas vos droits aux différents recours. C'est pareil pour l'administration, la saisie du tribunal administratif. Là, c'est même plus fort, c'est l'article L213.6 du Code de justice administrative qui s'applique en Nouvelle-Calédonie, j'ai vérifié, nous avons vérifié, qui lui interrompt les délais de recours et suspend les délais de prescription. Alors, la différence entre l'interruption et la suspension est importante, puisque la suspension, à la fin, vous repartez au moment où vous vous êtes arrêté avant d'entrer en médiation, avec une période incompressible de 6 mois quand même, alors que l'interruption, c'est que vous repartez à 0. Donc si vous avez 6 mois pour faire un recours, et que vous saisissez la médiation à 5 mois, qu'elle est acceptée par l'autre,
que ça ne marche pas, vous repartez pour 6 mois de délai de recours après la fin de la médiation, s'il y a un échec. Ça, c'est l'interruption. Et donc, elle suspend les délais de prescription, notamment tout le domaine des garanties. Il paraîtrait effectivement tout à fait anormal que la garantie décennale reparte à 0 si vous saisissez la médiation à 9 ans et 8 mois. La médiation des entreprises est un service qui est ouvert à toute entreprise, mais également à toute administration. 3 grands principes. La confidentialité, c'est capital. La gratuité, c'est la différence avec les médiations privées qui existent, mais nous ne marchons pas sur le terrain des médiations privées. Nous avons une clientèle, entre guillemets, d'entreprises ou d'administrations qui nous saisissent, qui, d'une manière générale, n'iraient pas à la médiation privée parce qu'elles n'ont pas les moyens de cela payer, tout simplement. Et donc elles vont au tribunal, elles payent des avocats, certes, mais et puis ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans s'il y a appel, elles ne sont pas du tout sûres du résultat. Là, la gratuité permet à des entreprises d'accéder à un mode amiable de résolution d'un conflit à moindre coût et très rapidement, puisque les médiations durent en moyenne, à partir du moment où elles sont acceptées, 2 mois. Vous faites la différence entre 2 mois et 3 ans pour un procès normal, ou 5 ans s'il y a appel, et vous voyez tout de suite que ça vaut la peine d'être essayé. Les objectifs, je les ai déjà dit, restaurer la confiance, réhumaniser les relations entre les clients et les fournisseurs. Il nous arrive très souvent d'avoir en médiation des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Entre un fournisseur d'une grande entreprise qui n'a eu que des contacts oraux ou papier, voire par messagerie ou plus, avec un responsable achat, c'est une chose. Mais en médiation, il va le rencontrer physiquement. Et là, il se passe beaucoup de choses. Inciter les entreprises à assurer leur indépendance stratégique, ça c'est par rapport à une mauvaise pratique, en tout cas ce qui est qualifié de mauvaise pratique, qui est la rupture brutale. Vous êtes fournisseur depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, et puis votre client vous dit maintenant c'est fini. Eh bien, la médiation permet, bien qu'on sait que de toute façon la relation sera terminée, de terminer cette relation dans des conditions meilleures pour le fournisseur. Avec, parfois, des aides, on le voit en médiation, du client principal pour trouver les débouchés pour des produits dont il ne veut plus mais dont on sait qu'ils pourraient être utiles ailleurs, pour éventuellement trouver un nouveau mode de fonctionnement ou de nouvelles spécifications à construire ou à fabriquer. Voilà. Tout ça, ça peut se faire en médiation et ça peut déboucher sur des accords gagnant-gagnant, même si la relation, in fine, on sait qu'elle sera terminée. Et renforcer la responsabilité des leaders de filière, puisque la médiation des entreprises fonctionne aussi bien en synalagmatique, donc entre une entreprise et une autre, ou une entreprise et une administration publique, quelle qu'elle soit, mais également de façon collective ou sur les grandes filières stratégiques. Je passe sur les 2 types d'actions. La présentation sera disponible sur tous les bons sites de Nouvelle-Calédonie. Donc la CPME pourra le mettre sur son site, mais si d'autres veulent le mettre sur leur site, la CCI ou la Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun problème. La collectivité, il n'y a aucun problème. Voilà. Qu'est-ce que la médiation? Je vous ai parlé du médiateur des entreprises. Alors le médiateur, c'est ni un juge, ni un arbitre, ni un conciliateur, ni un expert, ni un sauveur. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Il n'a aucun pouvoir. C'est juste un facilitateur de relations qui est formé et qui met en place, qui met en œuvre un processus bien clair, A, B, C, D, E, F, G. Et il ne passera pas à B s'il n'a pas fini A. Il ne passera pas à C s'il n'a pas fini B. Il est neutre. Ça, c'est sa principale différence avec le conciliateur. Quand je commence une médiation, je dis généralement au médié, je me fiche complètement de savoir qui a tort ou qui a raison. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je suis neutre. C'est vous qui allez, au travers du processus, creuser le sujet, vous mettre d'abord d'accord sur votre désaccord. On est saisi pour un problème de conditions de paiement. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que l'entreprise n'est pas payée? C'est pas seulement la mauvaise volonté du payeur. Il peut y avoir plein d'autres choses. Eh bien, en médiation, on va pouvoir pousser jusqu'au bout, peut-être remonter 2, 3, 4, 10 ans en arrière, pour savoir pourquoi il y a eu ces problèmes de conditions de paiement.
Ce qu'un juge ne peut pas faire, il ne va pas s'attacher à ça. Et on contribue à ce que les médiés, c'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais qu'on utilise volontiers en médiation, pour les différencier des parties qui a une connotation judiciaire, hein, parce que les médiés, qui ne peuvent être que volontaires, il n'y a jamais d'obligation pour venir en médiation. Les gens sont là d'une façon volontaire, parce qu'ils ont un intérêt, chacun de leur côté, à venir en médiation pour trouver une solution. Sinon, ils ne viennent pas. Et s'ils venaient là d'une façon obligatoire, comme un passage obligé, on fausserait le principe même de la médiation. La médiation a été rendue obligatoire, par exemple, en Italie, ça ne fonctionne pas. La médiation est rendue obligatoire pour la médiation familiale. Toutes les études montrent que la médiation familiale ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument que les médiés soient d'accord pour venir en médiation. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais c'est un temps où on se met dans une espèce de cage de Faraday, sans pression, pour trouver une solution à son problème. Et ce sont eux-mêmes qui vont trouver la solution. Le médiateur, il est dit, ce n'est pas un conciliateur, il ne peut pas conseiller. Mais, par le processus qu'il met en œuvre, par des reformulations, par une écoute active, par une empathie, par sa neutralité surtout, on va faire en sorte que les gens se parlent, que les décideurs opérationnels se parlent. Pourquoi je parle de décideurs opérationnels? Contrairement à une procédure judiciaire, la présence des avocats ou des conseils n'est pas nécessaire. Elle est même parfois contre-productive. Ce qui est important, c'est que les opérationnels décident entre eux d'une solution opérationnelle. La présence des avocats, quand ils sont là, parce qu'ils peuvent être là, d'abord, elle doit être équitable. C'est-à-dire s'il y a un avocat d'un côté, il doit y avoir un avocat, ou pour une grande entreprise, au moins son juriste, qui puisse se répondre et parler le même langage. Mais leur présence est utile, bien entendu, pour la clôture de la médiation. J'ai coutume de dire aux avocats, quand je les vois avant d'entrer en médiation, vous savez, maître, aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul droit, c'est celui de vous taire. Ça leur fait tout drôle, parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise ça, ils aiment bien les grands envolés. Là, non, ils ne sont pas là pour plaider. Ils sont là en tant que conseil de leurs clients, pour les aider à construire une solution opérationnelle, juridiquement valable. Si l'issue de la médiation prévoit un protocole transactionnel, ce ne sont que des juristes ou des avocats qui peuvent l'obliger. Lorsqu'ils ont assisté à l'ensemble de la médiation, ça sera beaucoup plus facile pour eux, ayant les tenants et aboutissants, de rédiger quelque chose qui correspond bien aux décisions qui ont été prises par les opérationnels. Donc, il est important, si vous faites accompagner par un avocat en médiation, que l'avocat soit bien conscient de son rôle de conseil. Il n'est pas là pour défendre l'article 3.4.12 du contrat pour lequel il y a un litige, parce que là on va s'enferrer et on va commencer à faire du préjudiciel. Il est là pour aider le médier, son client, ou son patron si c'est un juriste, à sortir une solution qui soit légale. C'est tout. Les modes de saisine. Il y a les modes de saisine, donc les modes individuels, j'ai dit tout à l'heure. Collectifs, ce sont plusieurs fournisseurs qui ont le même problème avec leur donneur d'ordre. Ils ont peur d'être blacklistés, ils se regroupent et ils trouvent quelqu'un qui les représente pour essayer de régler le problème. On en a un certain nombre. Et puis il y a les médiations de branche ou de filière, où c'est un petit peu différent parce que la notion de durée n'existe plus, mais c'est une personne qui est nommément désignée pour être le contact d'une personnalité qualifiée de la filière et qui est en mesure de les aider en mettant en œuvre un processus de médiation, les aider à résoudre des problèmes plutôt d'ordre stratégique. Une seule voie d'entrée pour déposer un dossier de médiation, et ça c'est valable en métropole comme maintenant en Nouvelle-Calédonie, c'est le site du médiateur des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est le mandat qui nous permet d'agir, et à la fin de la saisine, vous avez une case de confidentialité qui est à cocher, et qui vous engage. Alors qu'est-ce que la confidentialité en médiation? La confidentialité en médiation, ça veut dire que rien de ce qui est dit en médiation ne peut être ressorti à l'extérieur. Bien sûr, vous êtes propriétaire de votre voix. Ce que vous allez dire en médiation, si vous avez envie de le redire au tribunal, si la médiation a échoué,
vous pouvez les dire. Mais l'autre, le parti B, ou le médié B, qui a entendu des propos qui n'ont jamais été formulés ou écrits par ailleurs, ne peut absolument pas s'en prévaloir devant la juridiction. Si jamais il le faisait, ben pour le coup, l'avocat du média le dirait au juge et le juge dirait non recevable. Ce qui permet là aussi de se dire beaucoup de choses en médiation. Même chose pour les documents. Les documents qui existent par ailleurs ou qui sont consultables, bien entendu, sont publics. En revanche, vous faites un tableau Excel spécifique pour bien expliquer pourquoi vous en êtes là, et vous le montrez sans le donner au médié B, le médié B n'a pas le droit de dire qu'il a connaissance d'un document pareil s'il a médié son échec. Et je peux vous dire que ça marche. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 médiations à la médiation des entreprises. Je n'ai jamais entendu un cas de rupture de confidentialité. Donc ça fonctionne. Comment ça marche? Comment ça doit marcher en Nouvelle-Calédonie? C'est une démarche autonome avec le dépôt du dossier en ligne. Dans les 7 jours qui suivent, le médiateur appelle celui qui a fait la saisine pour voir si cette médiation est effectivement éligible, si elle est dans son domaine de compétence. Ensuite, il définit avec lui un schéma d'action. Est-ce que le futur médié B est au courant qu'il a saisi la médiation? Oui ou non? Faut-il que ce soit le médiateur qui fasse un travail préalable de conviction du futur médié B pour qu'il accepte la médiation? Ça nous arrive dans 95% des cas. Les rapports sont déjà tellement distendus que celui qui nous saisit dit « Ah non, je vous laisse faire ». Et là, le médiateur a une tâche particulièrement difficile, parce qu'il doit pouvoir expliquer à B qu'il a intérêt à venir en médiation sans donner l'impression qu'il roule pour A. Donc il doit à la fois présenter suffisamment de motifs pour entraîner B à venir en médiation, sans être le sauveur, ou le conseil, ou l'avocat de A. Et à ce titre, on peut parfois brûler les ailes. D'où l'intérêt de pouvoir changer de médiateur, changer de personne. C'est la force de la médiation des entreprises. Vous verrez après, puisque nous sommes une 60aine de médiateurs. Donc convaincre l'autre partie de venir en médiation, c'est pas facile. Mais quand on l'a fait, on a gagné déjà un bon point. Ensuite, eh bien, on convoque l'autre médié, puisqu'il est devenu, et on commence à faire la médiation. Voilà. Donc le parcours d'une saisine, elle est parfois inéligible, malheureusement, dans 10% des cas pour nous. Elle peut être réorientée vers d'autres médiations qui existent. Médiation du crédit aux entreprises, médiation des finances, médiation des assurances, médiation du URSSAF, médiation de ceci, tout ça, ça existe en métropole. Il y en a certaines qui peuvent être saisies depuis la Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un processus qui est non engageant, qui est neutre. Vous pouvez faire appel à la médiation privée, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Donc il n'y a aucune raison qu'en Nouvelle-Calédonie, vous ne puissiez pas saisir un médiateur. Elle peut être, bien entendu, éligible, ce qui se passe dans à peu près 88-90% des cas. Quand elle est éligible, eh bien, on essaie de convaincre l'autre de venir. Dans 10% des cas, il refuse. C'est son droit. Hein. Il dit, moi, je suis sûr de gagner au tribunal. C'est très bien. Aller au tribunal. On n'a absolument aucun pouvoir pour le faire venir autour de la table. Elle peut être sans suite. Pourquoi? Parce que le médié A, finalement, dit, bon, moi, j'ai plus envie, j'arrête. Ou le médié A est tombé en liquidation judiciaire entre-temps. Ça arrive. À ce moment-là, elle n'existe plus, donc on ne peut pas faire de médiation. Sinon, elle est ouverte. Quand elle est ouverte, eh bien, elle peut de nouveau être sans suite, parce que les mêmes conditions peuvent être réunies pendant la phase de médiation. Ça peut être un échec, qui ne s'entend pas, et ça peut être quelque chose qui se termine à la satisfaction des médiés. Je n'aime pas trop employer le mot succès, parce qu'il peut y avoir un rapport au médiateur. J'ai eu un succès dans le médiateur, ils sont égaux de côté. Est-ce que les médiés sont satisfaits de la médiation? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, en termes statistiques, aujourd'hui, nous avons à peu près 70 à 75% des médiés qui sont satisfaits de la médiation. Alors, ça dépend des thèmes. Quand on est sur les conditions de paiement, on est plutôt entre 80 et 85% de médiés satisfaits. Quand on est sur des ruptures brutales, on est plutôt entre 6 et 7 sur 10 qui sont satisfaits, ce qui est déjà énorme.
Retenez de la médiation que c'est un temps privilégié qui suppose l'absence de toute intervention extérieure, quelle qu'en soit la nature, risquant de la mettre en échec. Les interventions extérieures, c'est quoi? C'est les médias, c'est les politiques, essentiellement. Qui peut arrêter une médiation? Les deux métiers quand ils veulent, et même sans aucun justificatif, ou le médiateur. Mais attention, lorsqu'on rentre en médiation, on rappelle bien tous les principes de confidentialité, on rappelle également qu'il n'y a pas de conditions pour entrer en médiation. Parfois, le B nous dit, moi, je veux bien entrer en médiation s'il y a l'aide son assignation. Parce qu'il peut y avoir des médiations parallèlement à des actions judiciaires, en cours ou entamées. Ce n'est pas une condition. Peut-être que dans le préambule de la médiation, A dira, oui, si on arrive à quelque chose, bien sûr, je vais faire une assignation. Mais il ne peut pas y avoir une condition mise à l'entrée, parce que c'est une forme de pression qui est mise. Les médias, c'est pareil. Comme tout est confidentiel, si les médias sont au courant qu'il y a une médiation, il y en a forcément un qui va venir à la porte de A ou de B, dire « Alors, comment ça s'est passé ?» Ça, c'est un motif pour arrêter la médiation. Donc, en médiation, on travaille sans pression extérieure, et sans pression tout court. Les exemples de voies de sortie, ça peut être un accord simple, qui est rédigé en séance par les médiés. Le médiateur est un feignant du stylo, il n'écrit rien. C'est très bien, moi j'aime beaucoup ça. Je les laisse écrire. Mais le fait de les faire écrire en réunion de médiation, c'est essentiel. Ça les calme, ça les apaise. Un vidéoprojecteur, un ordinateur, une page Word blanche, qu'est-ce qu'on met, monsieur le médiateur? L'accord de médiation entre. Ils écrivent, ils regardent, elle attend les virgules. Là, vous mettez ceci. Voilà. En une heure, ils font leur rapport et ils sont contents. Mais c'est le leur. Ils se l'approprient. Après, il y a le protocole transactionnel. C'est plus complexe à mettre en œuvre. Ça peut être décidé en médiation, rédigé par ailleurs, bien entendu. Le protocole peut être éventuellement homologué par le juge, ce que, en général, le juge n'aime pas faire, qu'il soit conventionnel ou administratif. Quelques éléments statistiques. Donc la médiation, vous voyez, c'est une croissance régulière jusqu'à maintenant, puisque là, les statistiques sont arrêtées au 30 août. Hein. Donc, on est aujourd'hui sur une pente croissante, il devrait y en avoir un peu plus de 1200 en 2018. Vous voyez, on est parti de 140 en 2010. Avec le trait rouge en bas, les médiations collectives ne sont pas nombreuses, mais qui existent. L'origine des demandes. Comment sait-on que la médiation existe? Il y a des recherches Internet, des directs en métropole qui incitent les entreprises qu'elles côtoient ou qu'elles vont visiter à saisir la médiation quand elles ont un problème. Le bouche à oreille, les fédérations professionnelles, les avocats et les juristes qui sont formés à la médiation et qui disent à leurs clients, il vaut peut-être mieux qu'on aille en médiation. Et ainsi de suite. Voilà, donc, ça nous permet de voir qu'il faut parler de la médiation pour que les gens y tiennent. Nos clients, entre guillemets, à 88%, ce sont des PME ou des TPE. Dans les TPE, je mets les artisans et je mets également les auto-entrepreneurs et les professions libérales. Ça, c'est important à savoir. Et vous voyez que sur la moyenne depuis 2010, on est à 88. Uniquement en 2018, on est beaucoup plus élevé. 80% des entreprises qui le saisissent ont moins de 50 salariés. Et dans ces 80%, il y en a 80% qui ont moins de 25 salariés. Vous voyez pourquoi ces entreprises auraient des difficultés très souvent à aller en médiation privée. Et n'y vont pas. En revanche, parler de la médiation comme je le fais aujourd'hui permet à la médiation en général de se développer. Et les médiateurs privés en sont bien conscients d'ailleurs. Puisque les médiés ont le choix du médiateur. Le bleu, blanc, rouge qu'on représente, et Nicole, donc, qui est là, le médiateur régional délégué pour le compte de la médiation des entreprises, aura une carte de visite avec le bleu, blanc, rouge. Quel que soit son travail ailleurs. Elle est bénévole. Cette carte, si vous voulez, a un effet positif en termes de neutralité, d'indépendance, mais elle peut aussi parfois avoir un effet repoussoir, où les médiés, en tout cas les partis à ce moment-là, disent « moi j'ai aucune envie que l'État ait connaissance de mes turpitudes ». C'est leur droit. Encore une fois, c'est pas parce que la médiation est au courant des sujets que l'État est au courant des sujets. Il n'y a absolument rien qui passe de la médiation vers les directions d'administration centrale ou vers les ministres. Les secteurs.
le commerce, la construction, l'industrie, les services. Ce qui est en foncé, c'est le B2B. Ce qui est en grisé au-dessus, enfin en plus clair, c'est les relations avec l'administration, quelle qu'elle soit, collectivité, établissement public, administration centrale. Ce qui est au milieu, ce sont généralement les entreprises qui relèvent de l'agence des participations de l'État. On essaie de distinguer parce qu'elles ont à la fois une tutelle étatique et en même temps elles ont de l'argent. Donc parfois c'est plus facile pour elles de débloquer des situations financières que pour des administrations. Voilà. Je crois que vous avez terminé. J'ai terminé. Vous trouverez effectivement toutes les brochures et toutes les informations relatives à la médiation des entreprises à l'entrée. Peut-être un petit mot, Madame Moreau, du coup, vous êtes la médiateur régionale en Nouvelle-Calédonie. Un petit mot sur le dispositif et pourquoi vous êtes aussi engagé dans ces... Bonsoir à tous. Je me suis engagée parce que j'ai fait 12 ans de tribunal de commerce. Et qu'au bout de 12 ans, je me suis rendu compte que les délais étaient très longs, avec des résultats pas vraiment évidents et très onéreux. Donc, à la fin de mon 3e mandat, j'ai décidé d'arrêter et j'ai décidé d'aller faire un stage à Paris, à la médiation des entreprises, qui m'a formée. Et j'espère que j'aurai pas autant de boulot qu'il vient de le dire, parce que là, toute seule, je n'y arriverai pas. Mais je pense qu'il vous a tout expliqué comment ça fonctionnait. Donc, il suffit aux entreprises de contacter la médiation à Paris par le site internet, et puis c'est eux qui décident qui va faire la médiation. Ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. On peut faire aussi des co-médiations, par exemple moi et Arnaud en visioconférence, etc. Donc voilà, je suis bénévole. Je veux passer du temps avec vous, enfin avec ceux qui en auront besoin, mais pas trop tout de suite, quoi. En tout cas, c'est opérationnel en Nouvelle-Calédonie depuis la fin du mois d'août 2018. Donc, Fin du mois d'août. Et il y en a déjà eu une qui a été réalisée, on ne vous dira pas comment, ni qui, ni quoi. Et il y a 3 qui sont venus me voir pour savoir comment ça se passait, donc je ne sais pas si elles vont y aller. Mais ça devrait se développer et on pense déjà à essayer de trouver quelqu'un d'autre qui serait d'accord pour aller suivre la formation et devenir aussi délégué en Nouvelle-Calédonie. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc des nouveaux acteurs, on a eu la médiation des entreprises et puis précédemment on avait eu l'autorité de la concurrence qui sont 2 nouveaux acteurs. Donc aussi bien en tout cas pour l'autorité de la concurrence sur la commande privée et puis sur la médiation ça marche aussi bien avec les entreprises qu'avec les relations avec l'administration. Je vous propose d'ouvrir